Oui, ma plus belle chemise de bûcheron canadien pour cet apéro avec Motomac, c'est parce que nous sommes au Canada et nous allons vous proposer la visite du musée Joseph-Armand Bombardier, le musée de la mobilité, mais surtout de la motoneige. Ne partez pas en courant parce que dans motoneige, il y a moto. Et quand vous verrez ce qu'on va vous montrer, on a même eu accès aux réserves privées que normalement le public ne voit pas. Il y a des engins extraordinaires de technologie, de performance, de design. Vous verrez que finalement nos univers sont assez proches. Suivez-moi, on passe par le premier véhicule qui a fait connaître Bombardier en tant que fabricant de motoneige. Alors lui, c'est Joseph-Armand Bombardier, c'est à lui qu'on doit cette espèce d'empire industriel de la mobilité, motoneige, et puis après ça a dérivé sur le quad, le SSV, le Spider et bien d'autres choses. Puis il y a aussi la division train, avion, mais on va attaquer tout de suite dans le cœur du sujet avec ce premier véhicule, comme je vous disais, qu'il l'a fait connaître. Le B7, c'est le premier véhicule de série de Bombardier. Comme souvent, comme parfois, l'innovation naît d'un drame. Joseph-Armand Bombardier perd un fils par faute de pouvoir l'emmener à temps et dans de bonnes conditions à l'hôpital, se faire soigner. On est en plein hiver. Et en plein hiver, au fond du Québec et de manière générale au fond du Canada, la mobilité, c'est un vrai sujet dès qu'on veut sortir de son village. C'est pas le premier véhicule qui fait. Il travaille la question depuis des années. On a les premiers prototypes qu'on va retrouver tout à l'heure dans la réserve qui remonte à 1922. Là, on est en 1937 pour la commercialisation de la B7. B pour Bombardier, 7 pour 7 places. Ce véhicule, c'est pas le premier qui a été retrouvé. On voit sur les côtés, il est marqué 1938. Concrètement, on a une cellule en mode automobile, deux skis à l'avant avec une tringlerie pour la direction. Et puis, ce qui fait la force de l'innovation de Bombardier, c'est ce qu'on appelle le barbotin chenille. On y reviendra tout à l'heure. C'est une façon de transmettre la motricité sur la neige grâce à un système d'engrenage, de poulies et de chenilles renforcées, cloutées, qui assure un peu la motricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bombardier, c'est pas seulement un visionnaire, c'est aussi à la fois un créateur, mais c'est un créateur qui fabrique ses propres outils, qui fabrique ses propres machines, qui fabrique ses propres composants. Et en fait, tout quasiment lui est dû de A à Z. Derrière lui, on a des tours, des machines pour forer, des machines pour usiner, pour assembler. Et en fait, il fabrique ses outils pour créer les composants de ses propres véhicules. En tout cas, ça, c'est une machine historique dans l'histoire de la marque, le fameux B7 à chenilles. La clé de l'innovation de ce que fait Joseph-Armand Bombardier, c'est ce qu'on appelle le barbotin chenille. Concrètement, c'est cette espèce d'engrenage ici qui entraîne à partir du moteur, qui entraîne une chenille qu'on voit ici cloutée, renforcée. Et c'est ce qui permet la motricité sur la neige dans toutes les conditions. Le barbotin, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, il fait tout lui-même. Donc il crée des machines, comme il y a ici des presses. Il invente une presse, il crée sa propre presse pour créer ces pièces-là. Et puis on a vu que sur la première B7, il y avait des roues à rayons. Or, dans les roues à rayons, la neige entre, elle se tasse, ça fait du poids supplémentaire, ça peut déséquilibrer le véhicule. Donc très vite, la solution qui s'impose à lui, c'est la roue pleine. Comme il ne trouve pas de roue pleine sur le marché, il va les faire lui-même. De nouveau, il crée une presse pour mettre du métal et créer ses propres roues. Il va aussi créer, regarde la taille des chenilles d'arrière, les chenilles qui sont renforcées au début par des pièces en métal, mais comme elles vont s'user, il trouvera par la suite d'autres technologies. Elle a plusieurs tailles réglables sur la largeur, selon les besoins et le type de véhicule. Et en fait, il crée, encore une fois, ses propres outils qui vont amener à avoir les bonnes pièces pour cette nouvelle catégorie de véhicules. Du B7, on a le B12, c'est un peu la même chose, sauf qu'elle a été améliorée. On voit, les roues sont pleines, la carrosserie est plus profilée, et puis on peut mettre 12 personnes. Alors pas 12 personnes au gabarit d'un bon bûcheron québécois, mais à l'époque, les gens étaient peut-être plus petits qu'aujourd'hui. En tout cas, l'idée est de pouvoir se déplacer toute saison, dans toutes les conditions, et le B12 y contribue. Eh oui. Alors, l'entreprise Bombardier prospère assez vite. Le B7 donne très vite naissance au B12 et c'est vraiment lui qui va asseoir un peu la prospérité de l'entreprise. Mais cette prospérité, elle est un peu fragile parce que déjà, il y a des hivers sans neige. Et oui, ça arrive. Et puis, fin des années 40, en fait, le gouvernement commence à déblayer un peu les routes l'hiver. Donc, les gens
peuvent commencer à circuler avec des automobiles, avec des camions, avec d'autres moyens de transport. Du coup, au début des années 50, on passe du B12 au R12. La différence, c'est qu'à la place des skis, à l'avant, on peut mettre des roues, qui est un système modulaire, et l'engin gagne en polyvalence. Et puis, peu de temps après, Bombardier va créer des tracteurs, l'ancêtre de la dameuse. Donc ce seront des engins qui seront d'ailleurs aussi vendus en Europe, dans les Alpes, en Roumanie, etc., pour l'utilisation forestière, pour emmener des skieurs, pour les premiers secours, etc. Néanmoins, on sent que le modèle de la mobilité collective sur chenille est peut-être pas éternel et qu'il faut se diversifier. La diversification commence en 58 avec ce truc qu'on appelle la boîte à beurre. C'est en fait un premier prototype dont l'idée est de tester à la fois la technique et la faisabilité de ce qui deviendra après. On va passer de l'autoneige à la motoneige, et donc un véhicule qui a à la fois un usage utile, mais aussi récréatif. On rentre avec la motoneige dans la civilisation des loisirs. Là, c'est le proto, on teste le système, les skis, les chenilles, le petit moteur de temps. Et puis ensuite, on va passer en 1958 sur le prototype en version, je dirais, finale, proche de la série, de 1959-60, ça y est, on attaque la commercialisation. Et donc les skidoo vont devenir une des marques qui sera portée par Joseph Armand Bombardier, qui malheureusement décédera en 1964 à l'âge de 56 ans, c'est assez jeune, et donc il ne verra pas toute la suite et le développement de sa technologie. Les motoneiges ne vont cesser d'évoluer à la fois en design. Là, on est sur un truc très 70s, et puis on a années 80, 90, 2000, donc on voit que les lignes ne cessent de devenir plus agressives, que les proportions gagnent en largeur, en longueur, etc. Et vous avez tout au bout, eh bien, le futur peut-être, c'est la motoneige électrique, qui ne sert pas au grand voyage, son autonomie est limitée à 50 km. Vous avez aussi l'évolution de la techno des chenilles, en termes de largeur, en termes d'accroche dans la neige pour la motricité, l'évolution des moteurs, à savoir qu'en 70, Bombardier dépend énormément d'un fournisseur de moteurs qui est Rotax, et dans l'industrie, le risque de n'avoir qu'un fournisseur, c'est un risque extrêmement élevé. Donc ce qu'ils vont faire, c'est simple, Bombardier va racheter Rotax. Dans la grande histoire des véhicules Bombardier, l'autre coup de génie, c'est d'avoir pensé le Spider. Alors je suis sur un canal Spider en bois, derrière des prototypes de Spider qui mettront globalement une dizaine d'années à aller des premières ébauches aux premiers engins et puis à la commercialisation. Le coup de génie, c'est d'avoir considéré, imaginé qu'il y avait de grosses similitudes entre une motoneige et un Spider. Globalement, on a un châssis avec une épine centrale. Ensuite, on a un train avant où soit vous mettez des roues, soit des skis, mais globalement, ça part en Y sur la partie avant du châssis. Ensuite, soit à l'arrière, c'est une roue ou une chenille, mais globalement, on est sur le même alignement. Et puis, il y a des choses communes en termes de transmission, en termes de moteur, en termes de guidon, en termes d'ergonomie. Bien entendu, sur la route, il y a tous les systèmes de stabilité, le fameux VSS, le Vehicle Stability Control. Mais ce qui est fort, c'est que l'usine, du coup, la même chaîne d'assemblage produit, selon les périodes de l'année, soit des skidoo, soit des spiders, et avec finalement, en termes de process industriel, très peu de modifications de l'outil de production. Et ça, c'est assez brillant. On a parfois la chance de vivre des moments privilégiés. Derrière moi se tiennent les réserves du musée Joseph Armand Bombardier, et vous allez voir un peu toute l'histoire de cette mobilité dans les conditions les plus dures que sont les hivers québécois et canadiens. Ça commence ici. Suivez-moi. Ça, messieurs, dames, c'est le début. C'est l'an 1. Alors, je sais plus vraiment à quelle époque remonte Charlie Chaplin. Il se trouve que globalement, à son époque, j'espère ne pas dire d'horreur chronologique, le véhicule phare de l'humanité, c'est la Ford T. Et il se trouve que le premier véhicule sur lequel travaille Joseph Armand Bombardier, on a vu l'industrialisation, c'est le B7 en 1937, mais en 1922, donc il met 15 ans pour gamberger le concept. Et globalement, c'est quoi? C'est un double traîneau, un moteur de Ford T, et derrière, accrochez-vous, une hélice façon hydravion. Donc c'est un mélange improbable de tout ce qui existe un peu comme technologie de l'époque. J'ose même pas imaginer vraiment comment ça se conduit. Par ailleurs, vous remarquerez qu'en fait, ça a été conçu pour deux personnes. Un qui gérait la mécanique et un qui gérait la direction. En fait, le frère de Joseph Armand montait sur ce petit banc ici. Il avait deux petites cordelettes et il essayait, tant bien que mal, de diriger
l'engin, et puis un jour on a inventé la direction assistée, mais c'est arrivé bien après. Puisqu'on parle de Ford T, eh bien les Ford, qui étaient les véhicules à la fois les plus robustes et les plus répandus à l'époque, eh bien on se retrouve sur un châssis de Ford T, là encore 2 skis à l'avant, ces fameuses chenilles, on voit là c'est du fer, un rifté boulonné sur des pneus avec des jantes en bois, donc on est très loin du pare-bottes chenille, on imagine que en termes d'efficacité, de fiabilité, c'était plus compliqué, mais on est sur le début de idée qui ne cessera d'être améliorée au fil des années, et notamment que sur certains modèles, on commence à pouvoir changer les skis pour mettre des pneus, mais ça on y arrivera plus tard. On est toujours ici dans les prototypes, Joseph Armand Bombardier ne va cesser de travailler son idée, de trouver des façons de se déplacer l'hiver dans toutes les conditions. Moi j'aime bien, je trouve que ça a beaucoup de charme, ces petits engins, car ils semblent, c'est un mix entre, je sais pas, on dirait que c'est fait pour battre des records de vitesse, c'est fait pour rouler sur la neige avec des skis à l'avant, à l'arrière, toujours une hélice pour propulser l'engin. On a un peu le même ici, mais cette fois-ci avec un moteur plus conventionnel et des chenilles. Donc on voit bien que ça gamberge un peu tous azimuts pour trouver la formule finale. Et puis au-delà de l'engin individuel, il y a vraiment toujours ce souci chez Bombardier de trouver un moyen pour que les villageois puissent aller à la ville la plus proche l'hiver dans toutes les conditions. Donc on a des véhicules avec 2, 3, 4, 5 places et on arrivera encore une fois à la commercialisation du B7 en 1937. J'attire votre attention sur celui-là parce qu'il date de 1934 et le moteur, c'est un moteur de moto Indian où il est fermé à rien. Il cherche vraiment la meilleure configuration possible pour parvenir à rouler dans toutes les conditions. Outre Joseph Armand Bombardier, en fait, ils sont plusieurs inventeurs dans tout le nord des États-Unis et du Canada à chercher des moyens de se déplacer l'hiver. En fait, la motoneige ou ce type de véhicule a été inventé plusieurs fois. Pourquoi dit-on que Joseph Armand est le père de la motoneige? C'est simplement parce que c'est lui qui a été le premier à la commercialiser et à mettre en place une distribution en grande série. Ici, à côté de moi et derrière moi, on a un peu le trait d'union, la passerelle entre les premières autoneiges, B7, B12, et la motoneige à proprement parler comme véhicule multi-usage et notamment véhicules récréatifs. Joseph Armand comprend bien qu'il y a un besoin forestier, premier secours, montagne, et donc voici globalement les tracteurs, les dameuses, ces engins multi-usage à fonction purement professionnelle. Et là, on est dans les années 50. À partir de 1959, la motoneige est donc commercialisée en grande série. Ça va changer les perspectives de déplacement dans les territoires les plus difficiles d'accès. Et en 1967 se monte une expédition pour tenter d'aller le plus haut possible sur la planète avec un véhicule motorisé. En 67, ça ne marchera pas parce que les conditions sont tellement difficiles qu'ils vont devoir rebrousser chemin. Ils remettent ça sur pied en 68 et ils parviendront à atteindre le pôle Nord, à savoir que les mecs dorment dans des tentes, qui prennent des vêtements qui à l'époque sont censés résister jusqu'à moins 60 degrés, que l'expédition est épique. Ils passent parfois plusieurs jours d'affilée dans les tentes à se cailler parce qu'il y a du blizzard et qu'on ne peut pas rouler. Il y a des crevasses, des machins. Et puis, c'était tellement difficile qu'il y a un des véhicules qui est resté sur place. Donc, si vous baladez vers le pôle Nord et que vous creusez un peu la glace, il y a peut-être un skidoo comme ça qui est planqué et que vous allez retrouver. En tout cas, vous voyez l'état. Vous voyez que ça a tapé, que ça a souffert. Mais ils y sont allés, ils sont revenus. Et à partir de là, tout était globalement accessible en motoneige. Parmi les choses rares et amusantes dans les réserves de ce musée, elle s'appelle le Mirage. C'est un cadeau qui a été fait à Laurent Baudouin. Laurent Baudouin qui était le gendre de Joseph Armand Bombardier et qui a repris les rênes de l'entreprise par la suite. On dirait le croisement entre une Lotus Esprit de James Bond et puis une motoneige. À savoir qu'elle est fonctionnelle. Il y a la radio, il y a le toit ouvrant. On ne sait pas par contre s'il y a des armes, des lance-roquettes, des trucs qui balancent des clous pour crever. Ah bah non, on peut pas crever les pneus d'une motoneige, elle n'en a pas. Si Bombardier rachète Rotax, c'est parce que Rotax est donc son unique fournisseur de moteurs. Selon les besoins, un moteur de motoneige, c'est à la fois un petit monocylindre de temps, ça commence comme ça, mais ça peut aller aussi sur du 2, du 3 cylindres, de plus ou moins grosses cylindrées. On voit aussi les refroidissements par turbine planqué sous un cache pour pouvoir en fait résister à toutes les conditions, notamment la neige, la glace, etc. Et on a ici un panel, il y a du refroidissement par air, du refroidissement liquide, et on voit justement à quel point la technologie de ces motoneiges est finalement quelque chose d'assez sophistiqué. Puis quand on aime, comme nous tous, c'est ce qui nous réunit, la moto, mais on se dit finalement un 3 cylindres de temps, c'est un moteur de moto quoi. Puis un 8 cylindres de temps aussi, Kawasaki H2 ça les gars. Cette motoneige de course a été pilotée par Jacques Villeneuve, alors pas Gilles Villeneuve, le pilote de F1, Jacques, son frère, et l'oncle de l'autre Jacques Villeneuve, le fils, pilote de F1 aussi. Il faut savoir que ces trucs-là, c'est 2 chenilles, l'une derrière le siège et l'autre sur le côté.
Et qu'en termes de vitesse de pointe, eh ben, c'est pas 150, c'est pas 180, c'est pas 200, c'est 240 km/h. J'avoue que je suis tenté, un peu, beaucoup, passionnément. Pas la folie, pas du tout. Je vais réfléchir, je vous dis ça. Derrière moi, des jalons historiques de la production des skidoo. On rappelle, ça commence en 59. En 1973, et vous voyez la technologie, les formes, la taille des chenilles, etc. En 1973, on célèbre le premier million de skidoo produits, juste au-dessus de moi. 1993, le deuxième million de skidoo produits. Et à côté, on voit là aussi l'évolution, ça devient plus musclé, plus gros, plus agressif en tous sens. Le troisième million de motoneiges produits. À savoir qu'en 2024, c'est les derniers chiffres que j'ai pu avoir, il s'est produit dans le monde 116 400 motoneiges de toutes marques. Et la production va globalement sur les 3/4 Amérique du Nord et Canada. Le quart suivant sur la Scandinavie. C'est un peu comme ça que sont distribués les marchés. Et au Québec, d'ailleurs, on y reviendra probablement. Il y a tout un écosystème qui est dédié à l'usage des motoneiges avec des routes, des pistes qui sont dédiées, balisées, avec des codes de la route, avec des endroits où les motoneigistes se retrouvent et partagent un peu la même culture qui, finalement, à bien des égards, est proche de la culture de la moto qui nous réunit tous. Et en fait, il y a un vrai univers autour de ces machines et c'est ce qui les rend assez attachantes. C'est toujours amusant de se demander quelle était la vision de ces fameuses années 2000, les années 2000 où on devait aller sur Mars, marcher en lévitation, enfin le monde ne serait plus jamais le même. En 1986, les équipes de Bombardier se demandent et imaginent à quoi ressemblera la motoneige en 2000, et ben finalement, elle ressemble à celle qu'ils avaient déjà à l'époque, c'est-à-dire en gros un guidon, une chenille, du vent dans la tronche et voilà. Mais ça, voilà, c'est typiquement le skidoo qui ne mériterait pas le premier rôle dans un film de science-fiction. Et c'est marrant de voir l'imagination des designers de cette époque. Dans la nébuleuse Bombardier BRP, on a évidemment Rotax, on a aussi la marque de moto Can-Am et puis on a des mix un petit peu étonnants. Derrière moi, ces petits engins cyclomoteurs, un mélange de Monkey, de Dax, de choses comme ça, motorisés par des petits moteurs de temps. C'est plein de charme. Moi, j'avoue que je les connaissais pas, je les ai découverts dans cette réserve. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup de produites. Alors, par contre, les motos Can-Am que vous voyez ici, aujourd'hui, les Can-Am sont électriques et on va en reparler. Mais là, ce sont les motos à la fois trail et puis à usage militaire. Can-Am a eu quand même un beau succès entre 73 et le début des années 80 sur tout ce qui était tout-terrain, motocross, enduro, en plus de quelques trails de produits. Et puis en fait, dans les années 80, ce sont les Japonais, puis aussi KTM qui décident de changer les règles du jeu et d'investir lourdement. Et ce sera un petit peu la fin. Et puis en fait, ce qui aujourd'hui, Can-Am, ce sont les 3 roues, les Spyder. On a ce véhicule de course équipé d'un turbo. Je pense qu'ils ont désactivé toutes les aides à la conduite. Je pense que c'est assez flippant à conduire sans les contrôles de stabilité qui garantissent la sécurité aujourd'hui qu'on a sur ces engins. Et puis aussi moteur hybride, prototype. De là à penser qu'il y a la place pour avoir un électrique, ça encore, c'est un peu l'avenir qui nous le dira. En tout cas, le temps nous manque pour faire le tour de toutes ces petites merveilles, petites ou grandes merveilles qu'on voit dans ce musée de l'ingéniosité Joseph Armand Bombardier, tracteur, voiture de science-fiction, voiture pragmatique, véhicule un peu hybride pour se balader à mi-chemin entre la voiturette de golf et l'engin pour rouler l'hiver. Ça inspire et surtout ça nourrit la passion de gens qui, comme vous et comme moi, aiment tout ce qui a 2 roues. 3 roues, des chenilles, des skis et surtout un guidon et un moteur. Voilà, on est prudent avec un Can-Am Turbo ou une Can-Am Trail ou une Lotus Esprit avec des skis. Bisous sur le casque, bisous gelés, parce que ça caille, et puis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag.